rien qu'avec ce travail-là sur un bon vieux Google Sheet, je crois que j'ai gagné à peu près 1500 balles par mois d'outils qui étaient soit sous-utilisés, soit qui étaient en doublon. On voit 371 applications logicielles au sein de chaque entreprise, à peu près 136 à partir d'une centaine d'employés. Et nous, de ce qu'on voit, pour plusieurs milliers d'employés, ça monte à plusieurs milliers d'applications utilisées. C'est assez hallucinant. Risquer des énormes failles de sécurité ou perdre de l'argent chaque mois, c'est ce qui vous arrive probablement parce que vous ne maîtrisez pas votre Shadow IT. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cet épisode que j'ai eu le plaisir de tourner avec Tanguy Dution, qui est le fondateur de Sonar. On va vous expliquer à quoi ça correspond et comment vous pouvez mettre en place des mesures préventives. Hello Tanguy. Salut Maxence, comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Écoute, aujourd'hui on va parler de logiciels, de licences, on va parler de plein de choses. Le point qu'il faut retenir, je pense, avant de démarrer, c'est de se dire que il y a des gens qui vont pouvoir gagner de l'argent en écoutant l'épisode et ne serait-ce qu'en ayant en tête ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Donc déjà, peut-être avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour qu'on sache qui tu es ? Ouais, bien sûr. Personnellement, je suis donc un jeune entrepreneur, jeune dans le sens où j'ai démarré il n'y a pas si longtemps mon expérience entrepreneuriale, pas si jeune que ça sinon de l'autre côté. Je suis un passionné de tech et de marketing au sens global. Et puis ce que j'adore par-dessus tout, c'est tout ce qui est partenariat. Et puis on le voit dans mon ADN côté professionnel. Professionnellement, je suis passé par des boîtes américaines surtout. Dell où j'ai fait mes armes, puis Google quelques années, puis Asana quelques années sur différents postes. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en gros, consultant et partenariat. Et puis j'ai créé Sonar plus récemment, qui est effectivement un logiciel de cartographie de logiciels au sein d'une entreprise. Donc c'est Logicielception, on va dire. Un logiciel qui permet de savoir ce qu'on fait avec nos logiciels. Comment tu vulgariserais ça, peut-être pour donner une idée un peu plus claire, mais qui serait compréhensible limite par un profane de la tech ? Je dirais que imagine que tu t'achètes des trucs, t'as plein de choses chez toi. Tu vois, on n'est pas forcément tous très matérialistes, mais on a tous plein de choses chez nous, plein d'objets, énormément de choses. L'idée, c'est que tu as un listing automatique de tout ce que tu as chez toi, de ce que tu n'utilises pas, donc l'usage en détail de ce que tu utilises et ce que tu n'utilises pas. Et puis chez toi, tu as potentiellement des gens, soit des gens qui viennent, soit tes enfants, ta femme, ton homme, peu importe, qui utilisent aussi ces objets-là. Et donc, tu as ton listing en direct de est-ce que c'est utilisé ou pas. Et donc, derrière, est-ce que tu peux potentiellement soit arrêter de les payer si c'est un abonnement, soit les revendre, etc. Et en fait, concrètement, moi, j'aime beaucoup la solution. Quand tu me l'avais présentée, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais fait pas mal de formations en analyse financière et il y avait un gars qui, en 2 jours, il nous avait fait lister, mais à la main, tous les logiciels et toutes les licences qui étaient utilisées dans la boîte. Ouais. Et rien qu'avec ce travail-là sur un bon vieux Google Sheet, je crois que j'ai gagné à peu près 1500 balles par mois d'outils qui étaient soit sous-utilisés, soit qui étaient en doublon, parce que tu as aussi ce côté un outil qui fait plusieurs choses et qui du coup est en redondance avec un nouvel outil, etc. Et en fait, je pense que c'est la notion de gras comme ça qui est intéressante et sur laquelle on va pouvoir un peu deep dive là-dessus. C'est de se dire, il est caché. C'est pour ça que ça paraît philosophique, même quand on en parle. Mais c'est des coûts cachés qui pourtant peuvent représenter des montants qui deviennent significatifs. Surtout que il y a pas mal de boîtes qui ont eu des problèmes financiers ou en tout cas pour qui on compte plus l'argent maintenant. Donc tous ces coûts qui sont un peu cachés, qui s'additionnent, on en parle assez régulièrement ensemble, mais à coût de 10 balles par utilisateur par mois, sauf que quand tu as 200 utilisateurs, tout de suite, c'est pas la même limonade. Est-ce que tu as des exemples ou en tout cas un symbole qui nous permettrait de dire ok, pourquoi c'est important en entreprise aujourd'hui de s'intéresser à la liste des choses qu'on a, à cette liste de choses, qu'on soit matérialiste ou pas, mais pourquoi c'est important de comprendre cette carto ? Ouais, tout à fait. Pour faire juste une aparté sur ce que tu disais rapidement, j'encourage tout le monde à faire l'exercice aussi en perso. Souvent, on a
énormément d'abonnements, le Wi-Fi, peut-être le vélo qu'on loue, le téléphone, etc., etc. Rien qu'en perso, en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'on paye en abonnement, Netflix, Spotify, etc. Ça donne une bonne idée déjà de ce que c'est que la carto. Mais pour répondre à ta question, pourquoi c'est important? Dans un premier temps, pour une entreprise, alors un chiffre qui peut être intéressant, on voit 371 applications logicielles au sein de chaque entreprise, à peu près 136 à partir d'une centaine d'employés. Et nous, de ce qu'on voit, pour plusieurs milliers d'employés, ça monte à plusieurs milliers d'applications utilisées. C'est assez hallucinant. Et quand on voit ça, c'est exactement ce que tu disais, à une dizaine d'euros par mois par licence utilisée, ça va très très vite en termes de budget. Mais c'est pas la seule chose qui est importante, le budget. Évidemment que c'est important. La deuxième chose, c'est évidemment la partie sécurité. On est connecté du coup via technologie qui s'appelle le SSO, souvent directement sur un logiciel. Parfois, c'est juste mot de passe et identifiant. C'est du coup un mot de passe, un identifiant qui peut être partagé et autres. Et donc ça peut créer effectivement des brèches de sécurité pour l'IT. Quand je parle de Shadow IT, je parle aussi de toutes les applications gratuites qui sont utilisées par tout le monde. Quand on utilise une application gratuite, imaginons que moi je suis encore chez Google, j'utilise WeTransfer et puis je t'envoie 1 giga de données. Ils n'ont aucun moyen de traquer ce que j'ai mis dedans, aucun moyen de savoir à qui je l'ai envoyé. Et donc ça peut être des brèches de data monstrueuses. Donc il faut qu'on sache effectivement pour l'IT, pour le RSSI, si ça a été utilisé. Donc ça, c'est la deuxième chose, effectivement. Et puis la troisième chose, c'est savoir effectivement ce que tu as dans l'existence et ce qui te permet aussi de prévoir l'avenir, à la fois, encore une fois, en termes de budget, mais aussi, comme tu disais, en termes d'optimisation des usages. C'est-à-dire que si demain, j'ai des équipes, une équipe qui utilise Trello, une équipe qui utilise Asana, ça a potentiellement aucun sens parce que ça crée un silo en interne, donc ça bouffe la productivité. Et puis en plus de ça, ça me permet pas de renégocier moi mes contrats pour avoir plus de monde et donc des coûts plus bas. Je dirais que voilà, c'est les 3 points majeurs. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as un gain financier qui est immédiat, plus ou moins, quand tu arrêtes, ne serait-ce que de payer en doublon, les choses qui sont en doublon, on le voit en perso quand tu as même des assurances qui couvrent les mêmes choses et ta carte bleue, machin. Exactement, ouais. Mais tu as aussi finalement, c'est du temps et de la charge mentale des équipes qui est prise à utiliser différents outils. Donc ça reste un coût parce que finalement, les équipes, c'est du temps homme, donc c'est du salaire, c'est comme de la facturation, en fait, c'est un coût caché. Tout à fait, ouais. Et cette partie-là, pour le coup, j'aime bien l'exemple d'un service qui utilise Asana et un service qui utilise Trello. En fait, tu te rends compte aussi que la culture d'entreprise, alors c'est un grand mot à chaque fois, mais en termes de structure managériale et en termes de process et autres, tu peux pas capitaliser, comme tu dis, et avoir des passerelles entre les services, des échanges de bonnes pratiques. Alors on sait que voilà, la tendance est à casser les silos, mais on sait que c'est dur, on sait que on touche au change management qui pourrait être un sujet d'un épisode complet, mais tu crées pas de porosité entre les équipes et cet échange de bonnes pratiques, il est faisable managérialement parlant quand tu as un socle commun de discussion. Et le fait d'avoir des outils différents, ça t'enlève des points communs potentiellement. Donc oui, il te reste le fait de parler du dernier match de foot à la machine à café, ça sert un peu moins à l'entreprise, c'est sympa pour la cohésion d'équipe. Mais le fait de dire, tiens, moi j'ai tel usage de la solution et ça m'a fait gagner du temps, et le partager à d'autres équipes, tout de suite, là tu crées un gain au lieu de partir sur un coût, en fait. Donc ça, c'est 100%. C'est hyper intéressant. Et même à 2 autres niveaux qui sont, si ces 2 fameuses équipes, c'est l'équipe sales et l'équipe marketing. L'équipe marketing doit à un moment collaborer avec l'équipe sales, par exemple. Ils invitent l'équipe sales dans leur Asana, par exemple, alors qu'eux utilisent Trello. Donc, c'est le temps aussi de prendre en main l'outil qu'on va perdre. Tout le monde, en plus, ne prend pas en main les outils forcément de la même manière et aussi rapidement les uns que les autres. Et là, on perd des informations. On ne sait plus où sont les infos, d'ailleurs, souvent. Et ça crée effectivement de gros problèmes. Ouais. Ah, ça, c'est un risque aussi, la perte d'informations. Au-delà de ton exemple avec WeTransfer, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, là, c'est un risque clair pour l'entreprise avec un risque de fuite de données, hein, clairement. Tu as un salarié qui veut faire partir des données X ou Y, tu sais pas où, tu sais pas comment, etc. C'est pas suivi, et même si tu as des flux de données qui sont suivis en mode tiens, lui il a uploadé 5 gigas, c'est pas logique vu son métier, etc. Bon, c'est un peu la porte ouverte. Et même si ça fait partie de son métier, oui, il utilise Notion en gratuit, super, il se connecte à identifiant mot de passe. Demain, je le vire. Il connaît son identifiant et son mot de passe par cœur, hein, donc il peut se reconnecter dessus, même si j'ai coupé son email en soi. Oui, c'est. Et du coup, réaccéder à toutes les données. Donc ça peut créer effectivement de gros problèmes. Ouais.
Ouais, et c'est vrai que ça, tu l'as aussi. J'ai remarqué, en tout cas, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais on pourrait se dire, bah tiens, en petite boîte, c'est pas nécessaire, c'est pas grave si on utilise plusieurs systèmes redondants, etc. Parce que il y a pas de risque, il y a peu de données, etc. Mais en fait, ce que j'ai cru remarquer, quand t'as pas mal de boîtes qui ont fait des gros gaps en termes de nombre d'employés, etc. ces dernières années, c'est qu'en fait, les mauvaises habitudes, quand tu les as à 5 ou à 10, bah en fait, ça a tendance à être 10 fois pire quand tu fais même x5 en nombre d'employés. En fait, la complexité augmente et le nœud devient un peu plus difficile à défaire, en fait, parce que les mauvaises habitudes sont prises. Et là, tu te retrouves bloqué avec c'est pas un schéma de données, c'est une cartographie de logiciel, comme tu dis, qui est pas insoluble, mais qui va demander un temps et une énergie de dingue pour tout remettre à plat. Alors que si la base, elle avait été saine, bah, en fait, tu peux grandir plus sereinement. Complètement. Après, c'est dans les boîtes de moins de 70 employés. Pour info, avant de créer Sonar, on a fait un peu plus de 300 interviews, nous, de toute taille de boîte, tout secteur, des DSI, des responsables achats, des financiers, etc. Et dans les retours qu'on a eus, de ce qu'on voit, effectivement, moins de 70 employés, ça peut être intéressant pour gagner un petit peu d'argent d'avoir une bonne cartographie. Parce qu'effectivement, souvent, ça a été un peu le bordel quand on l'a mis en place. Et puis, ça a changé avec la transformation digitale pour les boîtes un peu plus anciennes. Et donc, maintenant, il y a des nouveaux usages, mais qui sont potentiellement doublons des logiciels on-premise qu'on a, etc. etc. Pour répondre à ta question, oui, évidemment, plus les bases sont saines, plus on grandit de mieux en mieux et parfaitement. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on se lance, en tout cas, dans une création de société, qu'on veut aller vite, c'est aussi potentiellement se mettre des barrières, tu vois, des bâtons dans les roues, que de se dire, ok, il faut que je fasse vraiment attention à ça. Alors oui, il faut faire attention au budget, bien évidemment, mais potentiellement, si j'ai besoin d'un outil absolument et que ça peut me déclencher un deal, il faut que je le prenne. Bah oui, c'est pas terrible en termes de données, mais c'est pas grave parce que plus on va grossir, plus on va structurer ça. Après, ouais, c'est vrai que quand tu as des boîtes qui ont levé beaucoup de fonds, qui ont grandi très très vite, qui ont recruté énormément, le jour où il y a un DSI qui est onboardé autour des 100, 120 employés, il y a du boulot. En général, il y a beaucoup de taf. Nous, on l'a vu avec, au moment où on plug la cartographie, des trucs du style, tout le monde utilisait son adresse professionnelle en SSO pour se connecter à la location de voiture, à Winamax, à Tinder, à ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement et ça crée évidemment des risques de sécurité. Et donc, c'est pas terrible. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, je pense qu'il y a un risque aussi même quand c'est une petite boîte. Je pense que les grosses structures sont aussi touchées par ça, mais quand tu as un DSI qui est en place, ça peut verrouiller un peu plus la chose. Mais c'est d'avoir un peu le syndrome de l'objet brillant, là, le Shiny Object Syndrome, où tu te dis, ah tiens, ce logiciel, il a une feature qui est vachement bien, vas-y, je fonce dessus. Et en fait, tiens, c'était une option qui était déjà dispo sur un outil qui était déjà en place et où c'est très bien pendant un mois et en fait après, tout le monde l'oublie. Ouais. Parce que tu as ton compte qui est là, qui est quelque part, tu as des données qui sont à droite à gauche. Ça, Et je pense que ça potentiellement, peut tu le parler à payes tout le tous les monde. mois en plus. Potentiellement, tu as un coût qui va tomber, sauf que tu as payé à l'année, donc tu l'oublies. Ouais. L'année d'après, tu as oublié que tu avais pris ça, donc en fait, tu as Pas si trop oublié de cool. résilier. Donc en fait, tu as pris 2 ans, très bien, ça c'est nickel. Ouais. Mais je pense que on va pas se le cacher, on a tous testé des outils comme ça à droite à gauche, Ouais. parce que c'est, enfin, surtout pour les marketeurs qui nous écoutent, je pense que ça, ils peuvent relate à ça parce qu'on a tous envie de tester les nouveaux trucs ou t'as un copain qui t'a dit tiens teste ça et on s'est jamais reconnecté sur certains de ces outils. Ouais. Et c'est les deux populations, nous on voit, il y a deux populations de testeurs d'outils, c'est les marketeurs et les devs. C'est incroyable. Ils ont un nombre d'outils qui est juste dingue. Et puis après, il y a les solopreneurs, mine de rien, les solopreneurs aussi, en général, testent beaucoup de choses, veulent aller vite, testent et arrêtent. Et moi, j'ai beaucoup de potes qui ont soit démarré des boîtes et donc sont tout petits, soit sont solopreneurs, qui m'ont dit on aurait bien besoin d'une cartographie parce que déjà tout seul, j'arrive pas à suivre tous les abonnements que j'ai. Donc c'est assez hallucinant ça. T'aurais un conseil à donner ou une règle à suivre quand tu te dis ok là je crois qu'il y a un sujet, on nous écoute là, on se dit ouais ok je suis cette personne qui a testé plein d'outils, je suis ce manager qui a 10 000 outils dans son équipe et qui a des gens qui ont un Trello, d'autres qui ont un Notion pour leur usage perso. Ce serait quoi la première règle à suivre ou à avoir en tête? Alors ça dépend de l'objectif que la personne a. Nous on voit que quand on discute avec des gens, la cartographie pour certains c'est avant tout un aspect de sécurité.
Ils veulent sécuriser tout le parc applicatif. Il y en a d'autres qui veulent économiser de l'argent, voir ce qui n'est pas utilisé, ce qui est payé en permanence. Et puis, il y en a d'autres qui veulent, par exemple, connecter les apps en eux. Typiquement, un marketeur pourrait se dire, bah voilà, on utilise, enfin, un directeur marketing d'une équipe même de 5-10 personnes pourrait se dire, je sais qu'on a plein d'outils, lesquels on a déjà, et donc là on cartographie tout, ok super, et maintenant on va faire le travail de les connecter entre eux avec un Make, un Zapier, potentiellement des connexions natives s'il y a, pour justement avoir un vrai workflow qui est fonctionnel, qui va très vite et qui fait gagner du temps à tout le monde. Donc ça dépend de l'objectif, mais je dirais que la cartographie c'est la base déjà pour démarrer. Il faut savoir ce qu'on a en interne. Quand c'est une toute petite équipe, nous on le voit, là, il y a même des groupes du CAC 40 qui le font sur un fichier Excel. Donc une petite équipe de 5 personnes, ils devraient être capables de le faire sur un fichier Excel. Il y aura peut-être que 70% de réel parce qu'il y en a qui utilisent des logiciels qui ne veulent pas le dire. Et puis il y en a que tu oublies parce qu'en fait, soit tu l'as utilisé dans le passé, tu ne l'utilises plus, soit tu l'utilises une fois par mois, donc au moment où on te pose la question, tu ne le sais pas. Mais déjà, commencer par là. Et si ça a du sens ou si vraiment c'est une problématique chez la personne et qu'elle se dit voilà mon objectif, je veux faire ça, potentiellement les 3 objectifs d'ailleurs, commençons par cette cartographie. Donc c'est ça vraiment la règle à retenir, c'est la base, c'est comme pour n'importe quel projet, tu vas commencer par faire une analyse avant de faire ton plan d'action, forcément, tu fais ton analyse de l'existant, c'est exactement la même chose, que ce soit pour une grosse transformation digitale d'un groupe du CAC 40, ou que ce soit pour une équipe d'une centaine de personnes, enfin une entreprise d'une centaine de personnes qui se dit je veux tout remettre à plat, ça commence par analyse de l'existant, situation actuelle, et donc cartographie. Et donc c'est ce qu'on va permettre de faire nous avec Sonar. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est qu'il y a la cartographie, pas idéale, mais en tout cas spontanée, on va dire, où tu te dis, bah oui, on utilise ça, 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 et tu as les 30% de logiciels obscurs que tu as oubliés, parce que comme tu dis, tu les utilises une fois par mois, ou une fois par trimestre, ou autre, ou ça tourne en arrière-plan et il y a des automatisations, et du coup, tu oublies, Tu sais même plus. ça sort. Par exemple, tu vois, un Zapier ou un Make, tu peux oublier que tu l'as, parce qu'en fait, il tourne en arrière-plan, mais c'est lui qui fait tout. Enfin, en tout cas, il permet à tout le reste de communiquer. La notion, nous, on avait galéré, on avait mis un peu de temps parce qu'on avait on avait fait l'audit Bicorp, tu sais, sur l'agence. Et pour l'audit Bicorp, tu avais besoin de la liste de tous tes fournisseurs, y compris les solutions. Et en fait, la liste, elle peut aller très très vite, très très loin, même sur la liste de fournisseurs, alors qu'on est en agence. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on a mis peut-être 2 semaines avant d'avoir une liste qui était plus ou moins exhaustive, parce que en y repensant à froid, tu dis ah mais oui, il y avait aussi ça. Et puis tu parles à d'autres collègues, mais t'as pas mis ça, etc. Et ça s'ajoute et ça s'ajoute. Mais c'est rien que les outils qui sont officiellement présents. L'autre challenge, et je sais que tu peux nous en parler, ne serait-ce qu'avec la solution, mais t'as les outils qui sont en place officieusement ou officiellement, mais t'as aussi l'usage des outils en place qui est un peu peut-être le deuxième niveau d'analyse derrière, qui est de dire ok, est-ce que ces outils-là, on les a. Est-ce qu'ils sont utilisés réellement par les gens? Et ça, c'est un challenge quand tu es manager. Tu sais pas si les gens utilisent vraiment Asana ou Trello ou autre. Est-ce qu'ils l'utilisent souvent? Est-ce qu'ils l'utilisent jamais? Tu vois les dates de dernière connexion sur certains outils, mais franchement, sur ceux qui nous écoutent, combien de personnes, combien de managers se sont connectés, ne serait-ce que sur un outil qui te permet de voir ça, parce qu'il y en a peu qui le permettent quand même, pour dire bah tiens, machin, il s'est pas connecté depuis 3 semaines, c'est quand même chelou sur cet outil. C'est un challenge, ce côté utilisation, non? C'est un vrai challenge pour l'IT parce qu'ils n'ont pas cette information-là. Donc c'est toujours compliqué effectivement de dire on paye, surtout quand ça t'arrive sur des très grosses tailles où tu as 800 licences, tu peux pas aller taper sur l'épaule de quelqu'un pour lui dire tu l'utilises et faire ça 800 fois. Donc et pour tous ces logiciels en plus. Donc évidemment, c'est un gros challenge. Aujourd'hui, on va permettre nous de dire typiquement, bah oui, il utilise un Trello, il l'utilise 15 fois en moyenne par mois, donc c'est une bonne utilisation. Sur 20 jours ouvrés, c'est OK. Par contre, il paye Adobe, typiquement Photoshop, et il ne l'a pas utilisé sur les 3 derniers mois. Et ça te coûte souvent bonbon. Donc ça peut poser effectivement des problèmes de ce côté-là. Je repartirais presque même en arrière aussi pour répondre à cet enjeu-là. On a, tu vois, suite à toutes les interviews qu'on a fait, on a aussi fait du métier. Il faut savoir que moi, je viens du monde marketing à la base avec Google, que je suis passé ensuite dans le collaboratif avec Asana, et que là, j'arrive sur un monde IT que je ne connaissais pas à la base. Donc vraiment, tu vois, j'ai découvert un peu tout le monde de l'entreprise de cette manière-là. Et quand on est reparti un peu en arrière sur justement ce qui se passe sur les 20 dernières années,
il y a deux tendances. Petit 1, toutes les entreprises se sont équipées de milliers d'outils de productivité pour devenir plus productifs. Et en fait, ça a augmenté un petit peu et puis ça platonne totalement. Et en fait, limite, on commence à perdre de la productivité maintenant parce qu'il y a trop d'outils, qu'il faut faire du double report, ce qu'on appelle le duplicate work, etc. Et qu'on perd les informations dans tous les outils. Et la deuxième tendance, c'est qu'en fait, il y a une cassure claire entre la DSI, l'IT, je dirais, et le métier. Au fil des années, l'IT a besoin de sécuriser, a besoin de mettre en place des process qui souvent sont assez lourds pour le métier. Et à l'inverse, le métier veut devenir complètement agile, complètement véloce, gagner en vitesse sur tout ce qu'ils vont faire. Et donc, le métier s'est dit, voilà, moi, si j'ai besoin de quelque chose, je l'achète, je l'expense à la fin du mois, et puis on m'en parle plus. Et derrière, l'IT, ils sont un peu en flip parce qu'ils ne voient pas tout ça. Ça leur bouffe leur budget IT en plus à la fin du mois potentiellement. C'est pas sécurisé. Bref, il y a énormément de RSSI qui s'occupent donc de la sécurité, qui dorment pas à cause de ça. Et cette tendance-là, du coup, on en a fait un peu notre mission avec Sonar Clarity. L'idée, c'est de se dire que cette cassure, elle peut être résolue. D'un côté, on peut donner cette visibilité à l'IT, au RSSI, à la finance, aux achats, pour qu'ils puissent prendre des décisions basées sur des données réelles. Voilà ce qu'il y a en ce moment, voilà ce qui est utilisé, voilà ce qu'on paye, combien on le paye, combien on a de licences, quel type de licence on a, etc. Voilà les prochaines dates de renouvellement, comme tu disais, pour les tacites reconduction. Et de l'autre côté, fournir justement une base applicative validée par l'IT, accessible directement au métier, pour dire j'ai besoin d'Asana, je vais sur le moteur de recherche interne du catalogue parc applicatif, je recherche Asana, non c'est interdit par exemple, on me conseille quoi? Trello. Ou l'inverse, je recherche Trello, non c'est interdit, va sur Asana. J'ai pas de préférence à ce niveau-là, même si je connais beaucoup mieux Asana forcément. Donc du coup, ça va être vraiment important pour réunifier un petit peu, tu vois, les équipes IT et les équipes métiers. Et du coup, c'est quand tu parlais, je reviens à ta question initiale de l'usage, c'est un double emploi. De un, l'IT a besoin de savoir si c'est utilisé, mais au-delà de ça, de savoir si le logiciel est aussi critique et apprécié. Et donc nous, on tacle ce sujet aujourd'hui où on va essayer d'aller d'un simple bouton pour l'IT, récupérer justement ce qu'on appelle le sentiment de l'employé par rapport à son logiciel. Quand tu arrives dans une nouvelle société, tu testes un logiciel, potentiellement ce logiciel il est partout dans la boîte, peut-être que les ingénieurs ils le détestent et en plus c'est pas super important pour eux et ça leur fait perdre du temps, peut-être que les marketeurs ils adorent ça et c'est extraordinaire. Bon à ce moment-là c'est important de prendre le feedback pour justement mettre en place une certaine roadmap. Et ça aujourd'hui, personne ne l'a quasiment, ou alors il faut juste faire des interviews. Ça prend beaucoup de temps et donc ça fait perdre du temps et de l'argent à beaucoup de gens. Ouais, mais clairement, tu as le côté terrain et je reviens rapidement sur ce que tu disais sur un peu cette déconnexion ou cette rupture entre IT et métier finalement, qui peut être humainement compliqué, en tout cas parfois pour les équipes, parce que tu peux avoir les équipes métiers qui se sentent freinées par une IT fermée et une IT qui se sent menacée par les risques de fuite de données et autres dont on parlait par le métier, qui voit peut-être un peu comme des pirates ou des francs-tireurs qui vont mettre leurs données à droite à gauche alors que l'IT met tout en place pour protéger nos chères données, etc. Et tu te dis, ok, en fait, il faut pas oublier que les deux services, normalement, servent la même boîte et donc ont le même objectif. Et c'est comment tu prends les impératifs des uns et les impératifs des autres. Donc, par exemple, d'un côté, la productivité ou le suivi de projet avec Asana, Trello, etc. Et de l'autre, le fait qu'il faut que l'outil soit sécure, qu'il y ait des bonnes gestions, en tout cas, du parc utilisateur, même avec ce que tu disais sur quand quelqu'un part, est-ce qu'on est sûr qu'il est viré de telle ou telle application et qu'il a plus accès aux données de l'entreprise? Parce que tu as aussi des départs qui se passent mal. Tu as des boîtes. Même un départ qui se passe bien, d'ailleurs, on a envie de sécuriser ses données en soi, c'est normal. C'est normal, surtout quand tu as affaire à des données clients, tu vois. Nous, on a un peu poussé le truc. Quand tu es en agence, tu as des dossiers clients, tu peux pas avoir la moindre fuite parce que maintenant, si j'ai bien suivi, et même ne serait-ce que par conviction, tu es responsable de la donnée qu'on te confie. Dans les contrats, tu as cette partie-là, donc c'est normal. Et toutes ces applis, à droite à gauche, en général, l'IT, elle aime bien aussi revérifier les clauses pour vérifier, ne serait-ce que où sont traitées les données. Tu vois, tu as des personnes du métier qui vont peut-être avoir des solutions qui sont gérées aux US. Ok, est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est GDPR compliant, etc. RGPD, tout le monde connaît RGPD, les gens qui nous écoutent, je pense, malheureusement. C'est un très gros sujet, hein, effectivement, les RGPD. On a beaucoup de gens, tu vois, je ne l'ai pas cité au début, j'ai parlé surtout de sécurité de FinOps, mais il y a beaucoup de gens qui, en fait, font de la RGPD, qui ont, pareil, comme ce que tu disais avec ton bilan, un gros besoin de cartographie de tous les fournisseurs logiciels pour justement savoir si c'est RGPD ou pas, où est la donnée, comment elle est traitée,
Et typiquement, nous, on travaille avec des gens qui, à la base, c'est leur seul sujet, c'est cartographier pour la RGPD. Et donc derrière, la cartographie sert à beaucoup d'autres personnes en interne. Mais à la base de la base, ça rentre avec ça. Ouais. Ouais, mais tu vois, et c'est là où tu vois que les impératifs des uns sont pas les impératifs des autres, parce que le DPO, donc qui est la personne normalement en charge du RGPD dans les boîtes, on espère que vous avez un DPO. J'ai vu encore trop de boîtes qui en ont pas, alors que ça s'externalise aussi. D'ailleurs, c'est un autre sujet. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de consultants DPO, ouais, tout à fait. C'est ça. Ce qui est intéressant, parce que du coup, il est pas jugé parti, etc. Mais du coup, ce sujet-là, en fait, ça va pas être les mêmes impératifs côté DPO, côté IT, côté métier. Et en fait, comme je disais, on sert tous la même boîte. Donc, normalement, on a tous tendance à vouloir aller vers le même objectif business. Si la boîte n'a pas le même objectif business au niveau macro, c'est qu'il y a un autre souci. Et là, on revient sur des sujets de management. Mais du coup, il faut que chacun voit midi à sa porte, entre guillemets, et en tout cas se dise, OK, qu'est-ce qui est impératif pour moi, sur quoi je peux faire des concessions. Et c'est avec un peu c'est pas un messi middle, mais en tout cas, c'est un juste compromis qui fait que tu peux prendre ou non des applications. Et une fois que tu les as, là, tu vas gérer ton parc, etc. Mais il faut pas que ce soit que l'IT qui gère, que le métier qui gère, sinon forcément, c'est là où tu te retrouves aussi avec ce côté franc-tireur qui va être encore plus exacerbé, parce que surtout le marketeur et les sales, c'est deux bandes de pirates quand même, on va pas se le cacher, qui vont dire non mais whatever l'IT, moi j'ai besoin de cet outil-là, je peux le faire moi-même, je peux créer mon compte moi-même, ça c'est un risque aussi par l'application du coup, et dire tant pis, ça se verra pas, c'est un outil gratuit, c'est en freemium. Encore pire niveau du coup risque sur les données, parce que les freemium, on sait ce que ça vaut en général. Mais du coup, quand tu retrouves cet ADN où tout le monde se met en commun, c'est là où c'est intéressant. Et c'est ça qui est cool, je trouve, avec la solution, c'est que finalement, tu poses factuellement les choses. Il n'y a jamais de jugement sur telle ou telle chose, comme tu peux avoir, par exemple, quand l'IT fait un audit humain, résolution, etc. T'as parfois un peu de jugement, etc. Là, au moins, c'est objectif, c'est des chiffres, et tout le monde peut se poser dessus. Le top management y compris, si ça les intéresse et s'ils veulent remettre un peu tout d'écart. Et une fois que tu as ça, tu as les usages, le nombre d'applications, etc. C'est en termes de... Sans que ce soit lourd aussi. Parce qu'en fait, si quand tu es le métier, tu n'as pas envie justement de passer une journée par mois avec l'IT pour devoir dire ce que tu utilises, etc. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit transparent en termes de travail à effectuer. Il n'y a rien à faire. Juste, on prend les données, on les étudie et on build ça en roadmap là-dessus. Nous, on n'est pas là pour le faire, on n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour faire des recommandations, pour dire voilà ce qui se passe, voilà la donnée. On t'aide à pointer du doigt là où il y a potentiellement des problèmes pour que tu puisses régler ces problèmes, que ce soit justement sur de la RGPD, encore une fois, des coûts de la sécurité, et que tu puisses régler ces problèmes par la suite, du coup, que ce soit avec le métier ou autre. Et aussi éduquer le métier. Quand je dis éduquer le métier, c'est un truc que nous, on ne savait pas. J'ai énormément de collègues chez Google qui eux-mêmes utilisaient leur compte professionnel pour beaucoup, beaucoup de choses personnelles. Je dis des collègues pour pas me pointer du doigt moi-même, mais voilà, non mais c'était quelque chose de très classique. Bon, alors après, je challenge des gens pour aller hacker Google de cette manière-là, peu importe, mais ça reste justement quelque chose à ne pas faire. Et en fait, jamais personne de l'IT n'est venu nous voir en disant les gars, ça, faut pas le faire. Si tu le sais pas, tu peux pas ne pas le faire. En fait, c'est super simple de se dire, comme tu dis, c'est simple, je le prends, je vais le faire, j'en parle à personne. Voire je le paye et je l'expense en team building à la fin du mois. C'est des choses qu'on a vues, ça. Ça se fait beaucoup. Donc, beaucoup de problématiques à ce niveau-là, pour le coup. Ouais, tu me fais penser à un exemple chez un client qui avait un peu bridé l'usage de ChatGPT. Bon, ça, c'est un autre sujet, du coup. Mais où tu as des salariés qui prenaient leur licence eux-mêmes parce qu'ils se disaient, en fait, pour 20 balles, moi, ça me facilite tellement mon job que je le prends et c'est ma licence perso et je m'en servirai comme ça. Et je vais input des données confidentielles dedans. Tu peux pas contrôler en plus quand c'est des expenses comme ça individuelles des gens. Ouais, complètement. Non, et ça peut créer beaucoup, beaucoup de risques. Là, tu parles du coup de ChatGPT, donc d'intelligence artificielle, mais tout à l'heure, tu disais le métier, je m'en fous, je passe pas par l'IT, je vais le faire moi-même. Et après, tu t'es repris en disant je vais l'acheter. Mais en fait, même le faire moi-même, aujourd'hui, on le voit avec le no-code et l'IA, il y a énormément de citizen builder, comme on les appelle, ou product builder, etc., qui va créer sa propre application interne. Et c'est pareil, c'est génial. Moi, je suis passionné par ces gens-là. Je trouve ça extraordinaire sur le principe, quelqu'un qui va prendre un problème, qui va régler ce problème avec une solution tech en interne pour un moindre coût et régler le problème de beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça peut présenter aussi des problématiques sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait la maintenance, qui est admin, qui du coup a les données, quelles données passent par là, quel type de logiciel. Donc tout ça, il faut juste le checker. Et l'idée, c'est que si on le sait, demain,
je suis citizen builder et je veux builder quelque chose, moi-même, je le sais, si je suis dans un gros groupe et je mets l'IT dedans, soit ça se fera pas, soit ça va prendre beaucoup plus longtemps. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je le fais, et comme il y a la cartographie en direct, s'il y a un gros problème, l'IT sera alerté et pourra mettre le nez dedans. Sinon, de toute façon, de base, ils sont au courant. Ouais, et là, tu touches à d'autres sujets, puisque ça, avec tout ce qui est no-code, automatisation et automatisation assistée par l'IA maintenant, tu vois de plus en plus des mini use cases. Alors quand ça devient gros et quand c'est un outil qui est dans le chemin critique de workflow classique et que si ça pète, tout le monde est dans la mouise pendant une semaine. Bah, si c'est fait, comme tu dis, par le citizen builder dans son coin et que c'est pas documenté, c'est pas processé comme peut le faire un service IT qui a l'habitude de documenter son code, qui a des backups et que du coup, même si la personne elle est en congé, partie boire des mojitos à la plage, bah en fait, si ça pète, son collègue il peut le voir parce qu'il a le commentaire dans le doc, dans le code, pardon, donc il peut reprendre. Bah, ne serait-ce qu'avoir cette logique de savoir documenter son code ou son no-code, en tout cas, mais l'usage du process. Bah, ça, c'est des réflexes que les non-IT ont peut-être beaucoup moins. Ouais. Que des devs, par exemple, qui ont pris cette habitude de commenter les codes depuis l'école, quoi. 100%. Et du coup, l'idée d'encore une fois d'une bonne cartographie, c'est que l'IT pourra dire, ok, fais-le, mais documente-le bien, tiens-nous au courant. On veut un accès admin, peut-être, parce que voilà, il y a un paiement, il y a ceci, cela. Mais sinon, vas-y, régale-toi. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est gagner en vélocité, encore une fois, pour le métier, mais garder la visibilité et la sécurité côté IT. Ouais, et puis peut-être même les minimum viable guidelines sur le côté avec dire non, bah ok, ton infrastructure, tu vas pas la mettre chez l'hébergeur un peu obscur à droite à gauche, tu le mets sur le contrat GCP groupe, comme ça, c'est dans l'IT du groupe avec la compliance, etc. Exactement, oui, tout à fait. Mais par contre, il faut aussi que l'IT débride un peu parce que c'est des usages que tu as de plus en plus. On digresse un peu, mais je pense que c'est intéressant de s'y pencher 2 minutes. Ouais. C'est des usages qui vont naturellement augmenter, je pense. Surtout maintenant que tu as limite, même avec juste l'IA, tu peux créer des codes toi-même. C'est assez hallucinant. Ouais. Et tu peux créer tes mini-apps et autres. Et il faut pas être contre ça parce que ça peut créer des avantages compétitifs. Le tout, c'est d'utiliser le bon savoir-faire de l'IT pour le mettre au service de cette vélocité qui est peut-être en dehors des clous ou qui est un peu plus grosse dans le mindset, etc. Mais c'est à nouveau trouver le meilleur des deux mondes qui peut être... Pour moi, il y a même un double avantage. Donner la visibilité à l'IT, c'est aussi quelque chose de collaboratif assez intéressant parce que si demain l'IT a la visibilité sur tous ces projets-là, ils seront aussi capables de te dire, mais attends, t'es en train de builder un truc, alors qu'il y a Jean-Michel qui a passé 3 mois à builder le sien. Manifestement, en termes d'infra, c'est relativement similaire. En termes de workflow, c'est relativement similaire. Récupère ce qu'il a fait, tu vas gagner 3 mois déjà de taf. Tu vois. Et ça, typiquement, c'est classique. Là, on parle de no-code IA à builder des apps. Pour tous les projets, c'est la même chose. À partir du moment où tu as de la visibilité sur tout ce qui se fait, ça te permet de mettre en commun aussi les best practices et travailler sur potentiellement rebuilder sur le travail des autres. Donc ça, je pense que ça peut être une grosse, un gros avantage en tout cas, encore une fois, de la carto pour avoir l'IT dans la boucle qui pourrait faciliter tout ça. Et là, on parle des avantages ou des bonnes idées. Tu as toujours des erreurs que tout le monde fait sur tous les sujets. Ce serait quoi l'erreur que tout le monde fait sur ce sujet-là, que ce soit sur l'usage des logiciels ou sur la carto en général? C'est pas les mêmes erreurs pour l'IT et pour le métier, je pense. Je pense que pour l'IT, c'est ignorer le shadow IT parce que c'est un danger permanent pour toutes les entreprises, à la fois, encore une fois, au niveau du budget et au niveau de la sécurité. On a discuté avec des boîtes costauds, vraiment costauds, très connus en France, qui nous disaient, je pense qu'on a à peu près 50% de notre budget qui passe sur du shadow IT, donc on maîtrise pas. Mais bon, tant qu'on ne sait pas, c'est pas notre problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, pour moi, c'est un gros red flag parce qu'effectivement, le shadow IT, c'est une vraie concern. Là, on le voit en plus maintenant, tu parlais de bilan tout à l'heure, mais les banques, les assurances, ça devient légalement, on est obligé d'avoir une cartographie qui est exemplaire sur tous les fournisseurs, justement pour le traitement de la donnée, etc. Donc, petit à petit, toutes les entreprises vont devoir le faire. Je pense que ignorer le shadow IT, c'est courir un très gros risque. Comme on l'a cité, sécurité, budget, collaboration, créer des silos en interne, il n'y a pas pire que le shadow IT pour ça. Voilà, plein de mauvaises choses. Donc ça, je dirais que c'est la grosse erreur de l'IT, ça serait d'ignorer ce shadow IT. Pour le métier, peut-être juste ignorer l'IT, justement, c'est peut-être ça la plus grosse erreur. Se connecter à
à Tinder ou Winamax avec son compte perso en SSO, c'est une belle erreur aussi. Et donc ça, c'est ignorer complètement l'IT. Je pense que c'est ça. Et au global, je dirais que c'est de l'humain, hein, avant tout. Nous, on crée un logiciel, certes, et le logiciel, il est là pour faire remonter la donnée, pour, encore une fois, comme on le disait, pointer du doigt là où il y a des problématiques. Mais tout ça, ça reste des problématiques humaines derrière. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques qui datent de trop longtemps. Et l'IT déteste tel département déteste l'IT, du coup, ils se parlent pas. C'est avant tout de la collaboration entre l'IT et le métier. Et je pense que c'est vers là qu'on va évoluer de toute façon. Il y a beaucoup de SN aujourd'hui. Il y a beaucoup de SN tout court déjà, ça c'est un fait. Mais il y a beaucoup de SN, je veux le dire, à travailler là-dessus, à travailler sur accompagner justement les entreprises dans cette relation IT et métier, dans ces gros objectifs de transformation digitale. Et tout ça, les ignorer, de toute façon, l'histoire l'a montré, mais ignorer tous ces changements-là, ça peut être fatal pour une entreprise. Ce qui peut faire un peu peur ou se dire, tiens, en fait, est-ce que je suis vraiment concerné, machin. Je pense que tout le monde, quand on nous écoute, tout le monde se dit oui, je suis un minimum concerné, en tous les cas, même quelle que soit la taille de la boîte. Est-ce que tu auras un exemple, tu en as cité quelques-uns, mais que tu aimerais partager sur là où il y a eu un côté, pas forcément game changer, mais un impact, un levier sur le fait de faire cet exercice de carto, refaire cet exercice de rétablir la communication, et qui pourrait un peu donner la vision cible à quelqu'un qui voudrait démarrer sur ce sujet-là. Ouais, complètement. J'en ai un en tête. Je peux pas citer le nom encore. C'est pas encore public, success story, tout ça, mais ça le sera probablement bientôt. C'est une entreprise qui a plusieurs milliers d'employés. Et on a procédé en plusieurs phases. Dans la première phase, on a fait la cartographie classique, donc toutes les applications, tous les utilisateurs et l'usage de ces applications. En gros, pas d'aspect financier. En quelques jours, on va dire, on a déjà une cartographie qui ressemble vraiment à quelque chose. Et là, tout de suite, déjà, la partie sécurité voit des choses remonter en se disant « Ouf, vraiment ?» on a vu des choses où même l'IT nous disait non, c'est impossible. Alors que ça remonte, c'est là, c'est prouvé, ça remonte. On avait l'info de les gens typiquement utilisent ce logiciel et se partagent les mots de passe et les emails, les identifiants. Du coup, tout le monde a accès à l'email de Maxence et son identifiant pour tel logiciel. On en avait la preuve, donc c'était le cas, et donc voilà, ça fait remonter des problématiques de ce type-là. Encore une fois, l'idée, c'est pas de montrer du doigt les gens, c'est juste d'éduquer, de dire voilà, ça, faut pas le faire, vous nous dites, on prend une deuxième licence, et puis voilà, tout simplement. Donc déjà, dès les premières semaines, tout de suite, il y a eu un impact positif à ce niveau-là. Petit à petit, on a implémenté toute la partie financière, donc faire remonter les expenses, et combien on paye pour chaque logiciel, soit tous les mois, tous les ans, etc. Donc ça va remonter. Uploader tous les contrats, en gros. Donc les contrats, on va retrouver le montant que tu es censé payer, on va retrouver le nombre de licences, on va retrouver le type de licence, on va retrouver aussi les dates de renouvellement. L'intérêt, c'est que déjà, on voit ce que tu payes et on voit ce que tu es censé payer. Donc déjà, on peut te dire s'il y a une problématique à ce niveau-là. Et comme on a l'usage, on voit si les gens utilisent ou pas les logiciels. Si demain, on sait que Maxence, il a, encore une fois, si je reprends, licence Adobe, qui coûte 150 € par mois et qu'il ne l'a pas utilisé depuis 3 mois, là, on va pouvoir tout de suite prendre des actions assez rapidement. Donc ça, en général, c'est après une 60aine de jours. Pourquoi 60 jours ? Parce que pour voir l'usage réel, on ne peut pas le faire au bout de 15 jours. Il suffit que la personne soit 2 semaines en vacances et on se dit qu'elle n'utilise plus rien. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut attendre un certain nombre de semaines pour justement avoir quelque chose de réel. Et là, on peut commencer à prendre des bonnes décisions. Ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, après ces 2 mois, déjà, il y avait énormément de décisions prises. Les actions ne sont pas encore faites, bien entendu. Ça prend du temps. C'est de l'humain. Avant de couper quelque chose, on va souvent aller voir la personne, comprendre, être sûr qu'elle n'en a pas besoin, etc. Ce qui est bien d'ailleurs, hein, très très bien comme pratique. Mais en gros, après, j'ai pas les dates exactes, mais 6-8 mois, déjà le coût de notre logiciel, il était plus que 100% positif. Il y avait un ROI qui était sans compter en plus le risque de sécurité qui eux ont presque pas de prix. Mais rien que sur l'aspect budget, 100% positif, l'entreprise avait gagné de l'argent. Et en plus de ça, elle avait réglé du coup des problématiques de sécurité, identifié des problèmes de collaboration dus à des logiciels doublons, dû à des non-accès de certaines personnes sur certains logiciels qu'ils devraient avoir, etc., etc. Et du coup, la capacité de gérer tout ce qui est onboarding, offboarding. Donc,
ça fait beaucoup de sujets, mais en gros, tout de suite, effectivement, on voit dès la première année, ça met un petit peu de temps à mettre en place. C'est très bien de se faire accompagner d'ailleurs par des ESN spécialisés avec qui on pourra vous mettre en contact. Et le ROI sera plus que 100% positif dès la première année. Ah, c'est intéressant. On n'est pas revenu trop sur les doublons, mais rien que ça, c'est un coût caché et un coût, dans le sens aussi charge mentale et autres, hein, c'est un coût total qui est assez important parce que aussi tu as les évolutions des outils et un outil qui est en place depuis 5 ans, concomitamment avec un deuxième outil qui est en place depuis 3 ans, bah, peut-être qu'un des deux va absorber les fonctionnalités de l'autre et en fait tu es en seamless parce que l'outil se parle facilement à lui-même et donc tu n'as plus besoin des deux. En fait, c'est juste une migration à faire, juste, entre guillemets. Mais c'est plein de sujets dans les sujets. Ça évolue en permanence et aussi il y a un aspect qui est super important, mais est-ce que tu aimes l'interface? Est-ce que tu aimes être sur cet outil-là? Et ça, malheureusement, c'est 50% de si tu vas utiliser l'outil ou pas demain. Sauf que on n'a pas tous les mêmes goûts, les couleurs là-dessus. C'est tout le monde a des avis différents. Donc il faut essayer de plaire au maximum. Mais pour revenir sur ce point-là, effectivement, c'est un vrai challenge technologique. On n'imagine pas, il n'existe aucune base de données propre à jour, qui se met à jour en permanence en fonction de toutes les features de tous les outils, qui permettent d'identifier des duplicates. Donc en gros, nous, on fait ça, maison, on référence tous ces logiciels, on en est à plus de 40 000, et derrière, on va catégoriser chaque logiciel. On va pousser des recommandations en disant tiens Maxence, je vois que toi tu utilises Miro et en interne il y a quelqu'un qui utilise Mural. C'est relativement similaire. C'est pas exactement pareil, mais c'est relativement similaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu veux régler ce problème-là? Et donc, on te fait remonter, voilà, il y a un duplicate. Et toi, tu vas me dire oui, non, en fonction de si c'est normal ou pas. Et on va apprendre de ça. En gros, on va prendre ta réponse comme une information supplémentaire. Un peu comme Waze le ferait, tu vois, sur il y a un accident et puis il demande aux gens derrière, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Et en fonction de si les gens disent oui, ça reste. C'est un peu la même chose, tu vois. On va faire une première catégorisation et après l'algorithme, en gros, va apprendre des réponses de tous les clients pour pouvoir s'enrichir et dire si oui ou non. Et donc, logiquement, ça va prendre un petit peu de temps, mais long terme, on devrait avoir la meilleure base de données duplicate là-dessus. Ça peut être vraiment cool pour le coup. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est dense, qui peut paraître aride pour certains parce que tu te dis, ok, mais en fait, c'est hyper vaste. Comme tu dis, l'intérêt, c'est aussi de se faire accompagner, de potentiellement aller vers des solutions et on n'est pas là pour vendre Sonar. Moi, je trouve ça juste génial et c'est pas un épisode contre ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est aujourd'hui une nécessité et c'est un point qui est critique dans pas mal de boîtes. Donc, c'est important d'en parler et c'est important de faire la pédagogie de ce sujet-là, je trouve, parce qu'on en parle pas peu. Non, parce que c'est plutôt chiant pour le métier, hein, en soi. Moi qui ai été, du coup, tu vois, côté métier, si tu me dis demain que tu es au courant de tout ce que j'utilise, petit 1, ça peut me faire peur aussi, de me dire attends, comment ça? Alors qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire Tanguy utilise ça, hein, c'est d'abord au niveau de la masse et de l'usage et de flags de sécurité. Et derrière, l'idée, c'est plutôt de m'éduquer, de me dire attention, juste là-dessus, fais gaffe, ça, c'est pas ouf. Et donc, en plus, ça me ferait apprendre quelque chose. Mais sur, voilà, si tu me le dis comme ça pourrait faire peur. Et en plus de ça, moi, je suis au marketing, l'IT, encore une fois, souvent, c'est pas mon problème. Et donc, c'est de l'éducation globale. Je pense que c'est important pour tout le monde, effectivement, de savoir que c'est des gros enjeux et que demain, on n'a pas envie d'être en tant que sales, marketeur, operations, peu importe, d'être responsable d'une attaque qui serait faite sur notre société. Ouais, carrément. Et puis, c'est un sujet où ça dépend toujours comment c'est amené. C'est toujours pareil en management. C'est un service que tu rends aussi au métier, finalement, de dire, bah tiens, ton quotidien pourrait quand même être plus facile si tu utilisais tel ou tel outil qui est déjà utilisé par les copains et qui marche mieux, ou si tu fusionnais l'usage de ces deux outils qui sont en doublon et que potentiellement tu n'avais pas vu mais il y avait une nouvelle fonctionnalité, on peut juste upgrader ta licence sur machin parce qu'en fait ils ont racheté bidule, etc. C'est des choses qui sont pas sues, qui sont pas connues et qui n'intéressent pas au quotidien, donc forcément c'est plus un côté what's in it for me, même pour le métier aussi. Et puis si ton service marketing te coûte 100 000 euros à l'année en logiciel et que tu es capable de descendre à 80 000 euros, c'est potentiellement 20 000 euros que tu peux allouer sur ton équipe marketing pour les équiper mieux, peut-être upgrader le logiciel qu'ils adorent, peut-être faire, j'en sais rien moi, du team building, c'est pas le même budget du tout en vrai, c'est pas possible, mais tu vois ce que je veux dire, en gros, au niveau IT, peut-être les upgrader, leur donner des micros pour faire du podcast, ce genre de choses, j'en sais rien.
C'est des meilleures machines pour mieux utiliser les outils. Exactement. Parce que tout le monde a des vieux ordi tout pourris. Enfin, Ouais, par exemple. C'est ça. Et tout à fait. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien poser la question à chaque fois, c'est je pense que je connais la réponse, et si vous avez bien écouté, vous la connaissez aussi, mais tu dis, ok, il y a un sujet, il y a quelque chose. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je veux faire quelque chose, je vais m'y intéresser. Je commence par quoi? Tu m'appelles. Tu m'appelles. Non, je pense que dans un premier temps, c'est déjà si tu as identifié un sujet, j'ai presque envie de te dire, c'est presque trop tard. Parce que si tu l'as identifié toi et que c'est remonté jusqu'à toi, ça veut dire que tu aurais pu le voir déjà depuis longtemps. Tu vois. Donc, si tu n'as pas de sujet, viens nous voir déjà. On peut s'appeler, on t'expliquera tout pour faire une cartographie dans un premier temps. Si tu as déjà identifié un sujet, viens aussi nous voir, mais effectivement avec ce sujet-là, et on pourra aller très très vite, très centralisé sur ta particularité. Ça pourrait être, ok, je suis directeur d'un service marketing d'une centaine de personnes, j'ai identifié ça au niveau budget, c'est chaud. On va t'aider à cartographier uniquement ton service marketing. Et on va aller très très vite à ce niveau-là, et on va te retrouver Shadow IT en quelques jours, et on va implémenter très rapidement tes contrats au niveau budget, et du coup dans les 2 mois, tu as réglé ton problème. Donc je dirais qu'il n'y a pas énormément de... Parce que souvent la réponse c'est il y a beaucoup de contenu, tu peux lire ci, tu peux lire ça, tu peux voir des vidéos. Il n'y a pas énormément de choses sur ce sujet parce que c'est peut-être pas un sujet super sexy non plus, il faut le dire. Donc ouais, n'hésitez pas à, je pense, aller sur notre site sonarclarity.ai ou tout simplement contactez-moi sur LinkedIn, par email à tanguy@sonarclarity.ai, et puis moi je serais ravi de faire un call et on en discute, quoi. Ouais, on mettra tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode, comme ça on retrouvera tout ça facilement. Ce que je retiens, c'est que si on sait qu'il y a un sujet, c'est qu'il est déjà trop tard. Si vous avez écouté l'épisode, vous pensez qu'il y a un sujet, c'est qu'il est encore temps, donc ça c'est cool. Et dans tous les cas, à partir du moment où il y a une foultitude de logiciels qui cohabitent ensemble, c'est qu'il y a un sujet. Et dans tous les cas, que ce soit avec des fournisseurs, des solutions, des partenaires, etc., avoir une cartographie à jour qui est bien tenue. De toute façon, quand on tient un business, ça reste quelque chose qui est très sain, c'est une bonne hygiène de vie à avoir, parce que ça permet aussi de détecter des opportunités, des menaces, etc. Et ne pas connaître cette cartographie, c'est presque un problème au niveau business, parce que ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise de tous les rouages, de tous les organes externes à la boîte. Et ça peut représenter des risques X ou Y. Donc, complètement. Et puis c'est en live et sans effort. Donc c'est pas non plus se dire je vais devoir passer des journées dessus. C'est sans effort, c'est en live. Moi je rêverais d'avoir une petite appli qui me dit combien je paye entre Netflix, Spotify, mon abonnement Wi-Fi, etc. En live tous les mois. Peut-être que j'aurais coupé certaines choses. Mais sinon je rajouterais juste une chose, c'est sur la partie en rapport à ta question, je commence par quoi, demain je fais quoi, si j'ai identifié quelque chose. Ça pourrait aussi venir d'un objectif de transformation digitale, typiquement. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont commencé cette transformation, mais qui ne sont pas du tout au bout de cette transformation. Si on est en transformation ou qu'on va vers une transformation à un quelconque niveau, de la même manière, là, ça peut être intéressant de commencer par une cartographie. L'analyse de l'existence est toujours une bonne pratique avant de rédiger un plan d'action ou une roadmap. Donc là, à ce moment-là, appelez-nous et puis on verra comment on peut vous aider à résoudre cette problématique. Clairement, c'est important de savoir où on en est pour savoir où on va. Ça fait un peu la phrase philosophique. Ouais, c'est clair, c'est presque une belle phrase de fin, j'ai envie de te dire ça. Ouais, je pense que tout est dit. Il y a plus qu'à en fait. La suite est entre vos mains. Là, vous avez les infos, vous avez le contexte. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Donc en fait, il y a plus qu'à. Donc en tout cas, merci beaucoup Tanguy. C'était très clair. Merci à toi pour l'invitation. C'était super de discuter avec toi. Un sujet important, le Shadow IT, ça sonne super bien, et pourtant pas assez de monde s'en occupe, on l'a dit. Donc merci beaucoup d'avoir détaillé tout ça. On met tous les liens en description de l'épisode, donc si vous voulez retrouver Tanguy, vous filez, vous cliquez et vous le contactez sur LinkedIn, par mail ou autre. Vous allez voir tout ça, vous faites votre carto, et puis il y aura des sujets. Il est très cool, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît. Un peu plus que ça même, je crois. Ça me fait vieux ça, mais... Tu vas nous vieillir. Anyway, merci beaucoup Tanguy, et merci à vous pour avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour les prochains. Merci Maxence, salut.